Eh bien, me voilà de retour depuis 2 ans. Je vous ai promis de faire une petite vidéo concernant donc les étudiants de l'EasyTech pour une petite révision peut-être de la thermodynamique en vue du contrôle de la semaine prochaine. Alors, je vous avertis que dans cette vidéo ne sera pas abordée ni l'entropie, ni les machines d'ITERM, et on verra ça de façon assez superficielle. Et il va falloir être assez indulgent puisque comme je n'ai pas eu beaucoup de temps de la préparer, c'est en un seul coup et on verra bien ce que ça donne. Alors, en termes d'objectifs, c'est revisiter un petit peu tout ce que vous avez pu voir pendant l'année, comme je le disais de façon assez superficielle. Bon, on essaiera de faire le tour de l'essentiel. Dans les prérequis pour d'autres étudiants qui aimeraient regarder un petit peu donc cette vidéo, je dirais avoir suivi au moins un cours de première année d'enseignement supérieur en thermodynamique. Voilà. Alors, dans ce qu'on va dire dans un premier temps, on va s'intéresser donc essentiellement au gaz parfait. Alors, donc gaz parfait, c'est un gaz ou éventuellement un mélange de gaz dont les particules qui le constituent n'auront pas d'interaction entre elles, mis à part des chocs élastiques, ce qui fait que ce gaz parfait va être traduit par une relation que vous avez pu voir déjà au lycée. Donc PV est égal à RNRT, bien connu. Je vous rappelle qu'il faut faire très attention donc aux unités que vous utilisez dans cette relation des gaz parfaits. La pression est en pascal, le volume en mètres cubes, petit n la quantité de matière en mol, R donc la constante des gaz parfaits 8,31 joules par Kelvin et par mol, T la température en Kelvin. Alors en termes de validité pour cette loi des gaz parfaits, tout va dépendre des gaz et tout va dépendre aussi de la précision que l'on veut sur les résultats qu'on estime prévoir donc avec l'utilisation de cette relation. De manière générale, un gaz tout simple, par exemple l'hélium, on va pouvoir monter à des pressions de plusieurs dizaines de bars et on pourra estimer que cette relation sera assez bonne pour décrire finalement les phénomènes observés. Quand le gaz va se complexifier un petit peu, dioxygène, diazote, donc les principaux gaz de notre atmosphère terrestre, il va falloir être un peu moins, large quant aux pressions donc abordées. Bon, ceci dit, quelques dizaines de bars, ça peut encore fonctionner à condition d'être pas trop précis sur le résultat donc escompté. Et à partir du moment où on s'intéressera à des gaz un peu plus complexes comme le dioxyde de carbone, le méthane, etc., son domaine de validité va être d'autant plus restreint. Et donc là, quand on aura plusieurs dizaines de bars, faudra remettre en question la validité de cette relation et utiliser donc des relations qui sont un peu plus adaptées. Alors, une autre relation qui va aussi être utile, c'est la relation de Mayer qui relie donc les capacités thermiques, capacité thermique à pression constante, qui est toujours plus grande, je vous le rappelle, que la capacité thermique à volume constant. Cp est égal à Cp plus Nr, N étant la quantité de matière, donc R la constante des gaz parfaits, Cv la capacité thermique à volume constant total, de tout le système qu'on étudie, et Cp la capacité thermique à pression constante totale également, donc de tout le système que nous étudions. Je vous rappelle que ces capacités thermiques sont un peu le reflet de la quantité d'énergie thermique qu'il faudrait fournir au système pour l'élever de 1 degré. Alors, quand on dit 1 degré Celsius, mais si on pouvait le dire, donc de 1 Kelvin, puisque de toute façon, ces deux échelles de température sont reliées par une fonction donc affine, ce qui ne change rien en termes de différence. Une autre relation qui sera à connaître, donc ça c'est une définition pour le coefficient de Laplace, parce qu'on va voir, je rappellerai en quoi celui-ci sera utile. Donc le coefficient de Laplace est un coefficient qui sera caractéristique d'une substance donnée. Donc c'est le rapport des capacités thermiques dont on vient de parler précédemment, donc par définition, gamma égale Cp sur Cv. On peut se rendre compte qu'avec la relation de Mayer et le coefficient de Laplace, si jamais on a besoin d'exprimer la capacité thermique par exemple à volume constant, on va se servir de ces deux relations. Ici je vois que Cp, je vais pouvoir le remplacer par gamma Cv. Je change ici donc Cp en gamma Cv, d'après la définition donc du coefficient de Laplace. On fait passer Cv de l'autre côté, on met en facteur effectivement donc Cv, facteur de gamma moins 1, et de là, on peut en déduire assez facilement que Cv, ici ça sera égal à N fois R sur donc gamma moins 1. Donc ça c'est une relation qui peut être intéressante à certains moments
On verra un exemple dans un développement donc un peu plus tard. On pourrait faire exactement la même chose et exprimer Cp en fonction de n, r et gamma. Alors, petite remarque sur ces coefficients calorimétriques. Alors, dans l'industrie, ces coefficients calorimétriques, on aime bien les donner en massique. Quelquefois, en recherche, on utilise aussi des capacités thermiques molaires. Alors, donc là, il faut simplement faire attention. C'est pas la peine d'apprendre 36 formules par cœur. Si on s'intéresse à une capacité thermique, donc massique, ça veut dire qu'on va diviser la capacité thermique totale par petit m. Ça, en général, on essaie de noter avec un petit c, petit cp. Bon, pour montrer que c'est massique, certains, dont je fais partie, on met un petit m derrière, mais vous allez voir que c'est pas l'idéal. On fait la même chose pour la capacité thermique à volume constant massique. Donc, c'est la capacité thermique totale divisée par la masse du système que nous étudions. Ce qui fait que la relation de Mayer, quand on utilise ces deux-là, on se rend compte que la capacité thermique massique est reliée à la capacité thermique, alors capacité thermique massique à pression constante est reliée à la capacité thermique massique à volume constant. Et si on divise tout ça donc effectivement par la masse pour l'obtenir, donc on a petit n sur m fois r, puis on se rend compte ceci, vous l'avez vu quand on chimie un certain nombre de fois, bien ça c'est l'inverse de la masse molaire de l'entité qu'on est en train d'étudier. Si c'est l'air, la masse molaire de l'air, donc on aura grosso modo 29 grammes par mol. Voilà. Et très souvent, donc le grand R sur M, on note un petit r, c'est finalement une constante des gaz parfaits massique. Donc ce qui veut dire que dans certaines relations, vous pourrez donc avoir une relation entre les capacités thermiques à pression et à volume constant sous forme massique, qui ressemble beaucoup à la relation de Mayer ici, sauf que ici on aura une constante donc des gaz parfaits par unité de masse. Voilà. Si on utilise les capacités thermiques donc molaires, donc là on pourrait mettre un petit n, et c'est en ça que je disais que tout à l'heure le petit m ici n'est pas forcément judicieux, parce que m c'est massique, mais ça peut aussi être molaire, c'est la première lettre des deux mots au moins qui est commune. Donc petit n c'est relatif à une quantité de matière, donc c'est pour ça que si on veut différencier, on pourrait utiliser ça. Donc c'est la capacité à pression constante totale divisée par la quantité de matière. On aurait la même chose pour la capacité donc thermique à volume constant molaire, donc je note avec un petit n ici. Donc c'est la capacité totale divisée par la quantité de matière. Et là, si on applique ça donc à la relation de Mayer, si je divise tout par la quantité de matière, on voit que ça change finalement pas grand-chose non plus. On a Cpn qui sera égal à Cvn. Puis là, si on divise par petit n, ça fait plus la constante des gaz parfaits. Voilà. Bon, je vous conseille de retenir simplement ce qu'il y a au début et de savoir faire la démarche pour retrouver vos capacités thermiques et les relations donc de Mayer adaptées. Faites attention donc pour les capacités thermiques, ne vous fiez pas aux notations. Je dirais la seule chose fiable que l'on peut faire ici, c'est de regarder les unités. Une capacité totale en joules par Kelvin, une capacité donc massique en joules par Kelvin et par kilogramme, une capacité molaire en joules par Kelvin et par mol. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr, effectivement, donc de la bonne utilisation de ces capacités thermiques. Bien. Donc gamma, c'est le coefficient de Laplace. Qui dit coefficient de Laplace dit donc loi de Laplace. Donc celle-ci sera également à connaître. Donc la loi de Laplace, donc important. Voilà. Alors important parce que on modélise un certain nombre de transformations par des transformations donc adiabatiques. Donc transformation adiabatique. Donc qui dit transformation adiabatique dit que la quantité d'énergie thermique donc reçue par le système est égale donc à 0. Quasi-statique. Donc le quasi-statique, c'est-à-dire que c'est suffisamment lent, de telle façon ici à ce que on ait donc un équilibre mécanique à chaque instant. Et ça sera pour un gaz parfait. Alors, petite remarque, on parle souvent de transformation réversible. Quand on parle de transformation réversible, pour qu'une transformation soit réversible, elle sera obligatoirement quasi-statique. Il faut qu'elle soit suffisamment lente en fait. Une transformation réversible doit être suffisamment lente. Donc la réversibilité d'une transformation implique que ça soit quasi-statique. Donc si jamais dans un énoncé vous avez une transformation adiabatique réversible,
à condition qu'il s'agisse d'un gaz parfait, vous pouvez appliquer la loi de Laplace. Alors la loi de Laplace, la plus connue, je dirais son expression la plus connue, est sous la forme donc du produit pression fois le volume à la puissance gamma égale à une constante. Donc PV à la puissance gamma égale K. Alors, souvent on la note comme ceci. C'est celle qui est assez facile à retenir. Et on se rend compte que finalement, quand on regarde un petit peu la loi des gaz parfaits, on a PV est égal à nRT pour les gaz parfaits. Si jamais une autre transformation qui serait une transformation isotherme, on aurait le produit P fois V égale une constante. Si la transformation est isotherme, alors bien entendu, pour une quantité de matière constante également. Hein. Donc pas de transformation chimique, etc. Pas d'entrée de matière ou de fuite de matière. On se rend compte que on a deux modélisations, soit PV égale constante ou PV à la puissance gamma égale constante. C'est les deux modélisations principales qu'on utilise au début, donc en thermodynamique. Alors, très souvent, on a besoin non pas de cette loi de Laplace en fonction de la pression ou du volume. On utilise assez souvent comme grandeur mesurable la pression et la température. Alors, faut pas oublier que c'est pour un gaz parfait, hein, ce qui veut dire que la loi des gaz parfaits reste valable. Si je veux éliminer donc le volume de cette loi de Laplace et le remplacer par la température, il suffit que j'utilise la loi des gaz parfaits et je vais pouvoir écrire que le volume est égal à nRT sur P, hein, PV égale nRT. On remplace le volume dans la loi de Laplace à ce niveau-là. Donc j'ai la pression multipliée par le volume à la puissance gamma, c'est-à-dire nRT sur P à la puissance gamma. Ceci, c'est égal à une constante. On voit que nR à la puissance gamma, si la quantité de matière est constante, n est une constante, R est une constante, je fais passer nR à la puissance gamma de l'autre côté, on aura donc une autre constante, et il va nous rester donc P à la puissance 1 moins gamma, multiplié par la température à la puissance gamma, égale une constante, alors qu'il n'est plus la constante K, hein, qui est une autre constante, mais n'empêche que le produit de ces deux grandeurs mesurables, donc aux puissances indiquées, 1 moins gamma pour la pression et gamma pour la température, reste constante. Alors, donc ça, à connaître également. Une définition qui est hyper importante, hein, puisque très souvent on a des travails de force de pression donc à évaluer. Donc c'est la définition du travail élémentaire. Alors travail élémentaire, donc une toute petite quantité d'échange d'énergie mécanique finalement. Donc delta W, par définition, est égal à moins P extérieur fois dV. Donc ça, définition cruciale, je dirais. Et quand on regarde ça, premièrement, on se rend compte que si jamais on a des transformations qui sont isochores, hein, isochore ça veut dire à volume constant, forcément, ça implique que delta W, donc le travail élémentaire est nul. Donc en fait, le travail des forces de pression, lorsque le volume reste constant, ça donne 0, c'est pas la peine de le calculer, on a tout de suite un résultat. Si donc pour d'autres transformations qui sont quasi statiques, de telle façon à ce qu'on puisse avoir un équilibre mécanique qui soit vérifié à chaque instant. Hein. Équilibre mécanique à chaque instant, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la pression à l'extérieur, on peut imaginer un cylindre avec un piston au-dessus, la pression à l'extérieur donc de ce cylindre va être égale à la pression à l'intérieur du cylindre, qui sera en général, alors si dans le cylindre c'est un gaz parfait, puisqu'on a dit qu'on s'est limité ici au gaz parfait, on aura P qui sera la pression du gaz parfait. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, le travail élémentaire, attention, il va bien falloir que l'équilibre mécanique soit vérifié pour pouvoir écrire ça, hein, sinon ça serait totalement faux, est égal à moins PdV. Alors, ça c'est assez intéressant, puisqu'on se rend compte que ici, on va pouvoir, donc grâce à la loi des gaz parfaits, remplacer la pression ici par nRT sur V. Bon, on verra que ça c'est pas toujours intéressant. Alors regardons d'abord quand on doit calculer le travail pour une transformation d'un état initial à un état final. Donc ça par définition ça sera la somme, donc l'intégrale entre l'état initial et l'état final du travail élémentaire. Et quand on regarde ceci donc avec dans les conditions qu'on a énoncées précédemment, équilibre mécanique donc vérifié, ça fait intégrale de l'état initial et l'état final de moins P dV. Et c'est là, à partir de là où il faut faire attention. Donc soit on a une transformation dite isotherme, et à ce moment-là ça sera intéressant de remplacer P par nRT sur V, parce que le numérateur, si la transformation isotherme, ça sera une constante. De ce fait, le calcul de l'intégrale sera facilité. À ce moment-là, donc le travail pour aller de l'état initial à l'état final, je remplace P par nRT sur V. On voit qu'on va pouvoir retirer de l'expression intégrale moins nRT, parce que moins nRT sera une constante, et on aura final donc ici
un travail pour l'état initial et l'état final, moins nRT, intégrale de dV sur V, et la primitive de 1 sur V, on sait très bien que c'est le logarithme népérien du volume, donc ln de Vf, ici, sur Vi. Donc ça, relation assez bien connue, pareil, hein, totalement inutile de l'apprendre par cœur, mieux vaut savoir faire la démarche pour le redémontrer. Un tout petit peu d'entraînement nous permet de réécrire ça en moins de 30 secondes, donc c'est pas la peine d'aller, je dirais, submerger sa mémoire avec ces relations, d'autant plus qu'une fois sur deux, on risque soit d'oublier le moins, mettre VF au mauvais endroit, enfin bref, il y a plein d'erreurs possibles. Alors, voilà, ça c'est pour une transformation isotherme, donc hyper important de voir que là, il y a une condition nécessaire, effectivement, pour pouvoir calculer facilement cette intégrale. Alors, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des transformations isothermes, et puis il y a un autre modèle qui sont donc des transformations adiabatiques. Alors, à partir de là, si jamais c'est adiabatique, je vous déconseille fortement d'essayer d'écrire, alors même si pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, c'est la loi de Laplace que nous allons utiliser, donc le P est égal à nRT sur V reste valable, mais si vous en est donc P est égal à nRT sur V que vous le remplacez ici, vous voyez qu'à partir du moment où c'est adiabatique, ça ne veut pas dire isotherme, la température n'est pas une constante de manière générale, hein, quand c'est adiabatique, c'est que la température va varier, et à ce moment-là, on ne peut pas sortir la température de l'intégrale et on est un peu bloqué. Alors par contre, si c'est adiabatique, on sait que PV à la puissance gamma donc égale une constante. Alors constante que je vais noter K, comme ça va simplifier un petit peu les notations dans le développement. Alors, c'est ça qu'il faut privilégier pour pouvoir effectuer le calcul. Donc ici, je remplace, si c'est adiabatique, je vais donc trouver à ce moment-là le travail pour aller de l'état initial à l'état final, qui sera donc l'intégrale, donc à ce moment-là, la pression, je vais le remplacer par K sur V à la puissance gamma, donc moins K fois dV sur V à la puissance gamma. Donc K, dont la loi de Laplace c'est une constante, on peut le sortir de l'intégrale, et on voit que finalement, on a la primitive de 1 sur V à la puissance gamma à trouver. Donc ça, c'est pour de l'état initial à l'état final, donc je vais l'écrire moins K fois, donc intégrale de l'état initial à l'état final. Bon, ce que je peux écrire, donc 1 sur V à la puissance gamma, ça peut être assez intéressant d'écrire V à la puissance moins gamma, fois dV, comme ça fait intervenir un U puissance N, donc du, et U puissance N du, la primitive en général est assez bien connue, c'est U à la puissance N plus 1, donc sur N plus 1, donc ici on va voir moins K, donc je vais écrire la primitive ici, donc U, donc c'est ici notre volume, à la puissance N, donc moins gamma pour nous, plus 1, sur donc N plus 1, c'est-à-dire moins gamma plus 1 pour nous ici, tout ça apprend entre l'état initial et l'état final. Ce qui fait que le travail, donc entre un état initial et un état final donc donné, ça va être, donc ici on va pouvoir éventuellement, je vais distribuer K ici à l'intérieur de la parenthèse, je vais mettre donc le 1 moins gamma, donc ici donc en facteur, bon comme il y a un signe moins ici, je vais mettre gamma moins 1, donc en facteur au dénominateur, 1 sur gamma moins 1, ça tombe bien, comme gamma est forcément supérieur à 1, on a vu que par définition c'était CP sur CV, comme CP est toujours plus grand que CV, ici on a quelque chose donc de supérieur à 1, ce qui veut dire que le facteur ici que je vais mettre devant sera un facteur qui sera positif. Alors multiplié par K fois donc le volume final à la puissance 1 moins gamma, volume final à la puissance 1 moins gamma, moins K fois, vous verrez pourquoi je mets K ici et je le distribue tout de suite, c'est sans doute que ça va amener une simplification par la suite, moins K fois donc le volume initial, la puissance 1 moins gamma. Bon, alors cette expression elle est un peu lourde, on peut dire, on peut la simplifier, parce que rappelez-vous que K c'est la constante dans effectivement la transformation adiabatique quasi-statique d'un gaz parfait, c'est-à-dire que K c'est égal à PI fois VI à la puissance gamma, mais c'est aussi égal à PF fois VF à la puissance gamma. Ce qui veut dire que K je peux le remplacer soit par l'un, soit par l'autre, c'est-à-dire dans l'état initial ou dans l'état final, puisque c'est la constante. Et on va remarquer ici que dans le premier cas, si je remplace par PF fois VF à la puissance gamma, je vais donc avoir PF fois VF à la puissance gamma fois VF à la puissance 1 moins gamma. Donc gamma moins gamma, ça fait 0, et il va rester que PFVF. Je fais la même chose sur le deuxième terme en remplaçant K par PI à la puissance gamma, et on obtient donc le même résultat, sauf que c'est PI fois VI. Alors, on peut remarquer que là, on est en train d'écrire ça toujours par un gaz parfait, puisqu'on se limite au gaz parfait, mais donc PFVF pour le gaz parfait, on sait que c'est égal à NR fois TF, ce qui veut dire que ça, je peux le remplacer par
NR fois TF. Donc NR, je peux le laisser en facteur. NR sur gamma moins 1, facteur de TF moins TI. Si on regarde un petit peu, NR sur gamma moins 1, tout à l'heure, on a montré que ça, NR sur gamma moins 1, finalement, c'était CV. Donc, en fait, on a CV, donc la capacité thermique totale, CV fois TF moins TI. Et on peut se dire, tout ça pour ça, j'aurais tendance à dire, le travail pour aller de l'état initial et l'état final, on trouve finalement que c'est CV fois TF moins TI. Alors, petite remarque, est-ce que nous aurions pu trouver un chemin beaucoup plus facile pour trouver ce résultat? Vous imaginez bien que la réponse est oui. Donc, il y a d'autres choses que vous devez connaître, effectivement. Donc, le premier principe de la thermodynamique, donc pour un système fermé, vous dit que la variation d'énergie interne donc du système thermodynamique que vous étudiez est égale au travail élémentaire. Donc là, j'ai pris une variation infinitésimale avec des notations donc à l'échelle, je dirais, à toute petite échelle de variation. Donc c'est égal à une petite quantité d'énergie mécanique reçue, donc ici donc liée aux forces de pression, plus, alors ça pourrait être aussi autre chose, mais nous on se limite aux forces de pression, plus delta Q, donc une petite quantité d'énergie thermique reçue. Alors, si c'est adiabatique, ça veut dire que delta Q égale 0, donc là on était dans le cadre d'une transformation adiabatique pour obtenir donc le résultat comme on a précédemment. Donc ça veut dire que delta W est égal à du dans ce cas-là, et on sait que d'après la première loi de Joule pour un gaz parfait, ici vous allez avoir du, et même par définition la capacité thermique à volume constant, du est égal à CV fois dt. CV est la capacité thermique totale, donc à volume constant. Je me rends compte que si donc CV ne dépend pas du temps, parce que ça peut arriver effectivement, donc indépendant, pas du temps, pardon, de la température, ne dépend pas de la température, alors du va pouvoir s'intégrer assez facilement, parce que si CV est une constante, finalement, on va voir ici donc delta U, delta U étant l'intégrale entre l'état initial et l'état final de du, qui sera égal à CV fois TF moins TI, tiens, évidemment. C'est ce qu'on avait au-dessus, mais c'est effectivement ce qu'on retrouve. Si j'intègre ici entre l'état initial et l'état final delta W, j'ai bien l'intégrale de du, donc entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire ce que j'ai noté ici, delta U, et on retrouve bien, effectivement, donc le résultat pour la transformation adiabatique quasi-statique d'un gaz parfait. Bien. Alors, si on continue un petit peu donc là-dessus, donc on voit que finalement, ici, on va voir une définition qui sera possible pour la variation d'énergie interne qui va être reliée donc à la capacité thermique ici donc à volume constant. Ça vient de la définition de la capacité thermique à volume constant qui, de manière assez générale, peut être définie comme étant la variation donc d'énergie interne par rapport à la température, donc d'un point de vue mathématique, la dérivée partielle lorsque le volume est constant. Et de la même manière, une définition de la capacité thermique à pression constante qui est assez similaire à celle-ci, qui est la variation d'enthalpie à ce moment-là par rapport à la température à pression constante. Donc on peut prendre ces deux relations-là comme étant des définitions des capacités thermiques. Et d'un autre côté, eh bien, on a H, donc une liaison entre l'enthalpie et l'énergie interne, H qui est définie par U plus PV, donc ça c'est une définition purement mathématique, c'est la définition de l'enthalpie parce que, effectivement, il arrive souvent, effectivement, lorsqu'on a des transformations en pression constante, que l'enthalpie est une grandeur qui est beaucoup plus facile à manipuler que l'énergie interne. Bien. Alors, si on va un petit peu plus loin, là-dessus, donc ça résume un petit peu tout ce qui tourne finalement autour du premier principe pour un gaz parfait lorsque la quantité de matière donc est constante. Alors, il y a un autre domaine que vous avez vu qui est relativement important, et quand je dis relativement important, donc c'est à vision court terme, c'est-à-dire pour la semaine prochaine, pour la plupart d'entre vous qui regarderont cette vidéo, c'est que vous avez vu donc en votre dernier chapitre, vous avez considéré donc la possibilité d'étudier des systèmes ouverts. Donc tous les systèmes ouverts pour des écoulements en fait, pour des écoulements de fluide. Donc là, on quitte un petit peu
ce qu'on vient de dire précédemment, hein, même s'il y a un lien entre les deux. On peut prendre comme exemple, vous pouvez avoir un échangeur thermique, hein. On pourrait très bien avoir quelque chose de parfaitement horizontal pour l'échangeur thermique. Je prends un axe central ici, donc la génératrice, donc on imagine ici qu'on peut avoir quelque chose de cylindrique. En général, on fait passer ça dans des tuyaux, et qu'ici il peut y avoir effectivement donc des échanges thermiques avec un autre fluide qui entourerait ce tuyau, donc il pourrait être à une température différente, hein, la température extérieure ici. Je peux prendre donc une entrée, hein, pour ce tuyau, une sortie, et puis on peut faire véhiculer donc un fluide suivant cet axe. Ici, on pourrait prendre donc un axe ou X, mais peu importe, hein, qui serait tel que Z égale 0, hein, c'est-à-dire on pourrait choisir un axe de telle façon à ce que ça soit horizontal en fait. Alors, si on est en régime, alors parce que vous serez toujours en régime stationnaire, ça veut simplement dire ici que par exemple, si on fait une cartographie des vitesses, notamment des vecteurs vitesse du fluide, à chaque instant, il y aura au même point donc les mêmes vecteurs vitesse qui seront attribués. Bon, grosso modo, ça veut dire qu'on va regarder des écoulements tranquilles, sans tourbillons, etc., qui vont pas varier dans le temps, hein. Donc ça limite un petit peu la validité de ce qu'on va dire, mais dans des applications, je dirais, courantes, on pourra toujours faire cette hypothèse-là qui resterait à vérifier a posteriori, bien entendu. Donc en régime stationnaire, on pourrait dire que ici, tout ce qui rentre finalement est égal à tout ce qui sort de l'autre côté, entre l'entrée et la sortie. Ce qui veut dire que ici, on va pouvoir caractériser donc une vitesse d'écoulement du fluide à l'entrée, une vitesse d'écoulement du fluide à la sortie. Si c'est la même section ici, vous verrez un peu plus tard en mécanique des fluides, hein, que lorsque l'écoulement donc est dit incompressible, on a conservation du débit volumique, et en fait ça va se traduire mathématiquement par la vitesse ici en entrée fois la section de l'entrée est égale à la vitesse en sortie fois la section en sortie. Bon, si vous prenez un tuyau d'arrosage, c'est un petit peu ce que vous avez, hein, c'est-à-dire que la vitesse de l'eau là qui arrive ici en entrée du tuyau d'arrosage forcément est la même que la vitesse de l'eau qui sort du tuyau d'arrosage. Et si vous exercez une pression ici pour diminuer la section du tuyau d'arrosage, vous vous rendez compte que le jet d'eau va aller beaucoup plus loin parce que sa vitesse d'éjection sera plus grande, c'est normal. La section, vous la diminuez, donc la vitesse augmente, mais ça veut dire qu'il y a conservation donc du débit volumique. C'est une des raisons qui peut expliquer effectivement donc ce changement de vitesse à la sortie du tuyau. Bon, ici c'est pas le but, c'est pas d'étudier un tuyau d'arrosage, mais c'est d'avoir des transferts thermiques de telle façon à soit augmenter la température du fluide qui est à l'intérieur, qui s'écoule à l'intérieur, ou soit la diminuer, parce que les deux sont effectivement possibles. Alors, même altitude ici, donc on pourrait caractériser tout ça par une énergie potentielle finalement. On va se contenter de regarder une énergie potentielle de pesanteur, ce qui veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur à l'entrée, on pourrait dire qu'elle est égale à 0. Hein. Je vous rappelle qu'une énergie potentielle de pesanteur se définit à une constante additionnelle près. Bon, en Z égale 0, on peut faire le choix que EPP, donc en entrée, est égal à 0. Mais comme ici j'ai pris un tuyau horizontal, en sortie, je vais pouvoir considérer que j'ai la même chose. Les deux sections sont identiques. Je vais donc pouvoir considérer que VE égale VS. Alors ça va beaucoup simplifier donc la formule que vous avez à connaître en régime stationnaire, hein, qui va être, on fait un bilan entre l'enthalpie plus l'énergie potentielle de façon générale, donc ici énergie potentielle de pesanteur dans notre cas particulier uniquement, plus donc l'énergie cinétique. On regarde un petit peu comment ça varie entre l'entrée et la sortie. On multiplie ça par le débit volumique, hein, ce qu'on va pouvoir noter M point, c'est dm sur dt en d'autres termes, et vous allez montrer dans le cours que tout ceci est égal. Donc alors toutes ces grandeurs, hein, je vais faire une remarque après, ce sont des grandeurs massiques, est égal donc à la puissance donc mécanique utile. Alors c'est hormis la puissance des forces de pression, plus donc la puissance du transfert thermique. Donc puissance, hein, c'est en quelque sorte donc le reflet d'une rapidité avec laquelle, donc c'est la vitesse avec laquelle les transferts d'énergie vont se faire dans cet échangeur thermique. Alors avec ce qu'on a vu, donc on a EP qui est égal à une constante, l'énergie cinétique massique qui va être égale à une constante aussi. Hein, donc on voit ici pour nous EP, donc c'est quelque chose donc de massique. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, vous avez vu qu'on pouvait l'exprimer sous la forme de mgz à condition d'avoir un axe OZ orienté vers le haut et de prendre que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle lorsque Z égale 0.
Donc ici, on va avoir une expression toute simple pour l'énergie potentielle de pesanteur, Gz. Donc c'est une massique. Donc en joule, effectivement, donc ici par kilogramme. Et pour l'énergie cinétique, si on divise par la masse, l'énergie cinétique, ça sera V carré sur 2. Un demi de mV carré, c'est la formule bien connue pour l'énergie cinétique de translation. Ici, donc V carré sur 2, ça c'est par unité de masse. Donc là, vous avez des énergies qui sont en joules par kilogramme. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans l'industrie, on a bien parlé effectivement donc en massique. Donc ici, ça veut dire qu'on va voir l'enthalpie massique. Donc l'enthalpie massique, c'est grand H sur M en fait. Alors, cette enthalpie massique, donc je pourrais écrire que D petit h est égal à D grand H. Alors D, attention, surtout pas un grand delta. Grand delta, c'est l'expression intégrale de la variation infinitésimale. Donc massique, donc divisé par la masse du système. Ce qui veut dire que D de H tout à l'heure, on a vu que c'était égal à Cp par définition fois dt. Si on divise ça par la masse, en fait, on se rend compte qu'ici, on a un Cp massique fois dt. Donc en fait, ici, quand je vais regarder ce qui se passe entre l'entrée et la sortie, donc j'ai H sortie moins H entrée. Donc H en sortie moins H en entrée, ça va être égal donc à la capacité thermique massique fois la température en sortie moins la température en entrée. Et ça, d'après donc la relation que vous avez vue, donc c'est une sorte d'adaptation du premier principe de la thermodynamique pour les systèmes ouverts, cette relation-ci. Eh bien, ça va simplifier beaucoup un peu les choses ici. On va voir donc la capacité thermique massique fois la température de sortie moins la température d'entrée, multiplié par le débit massique, M point, qui est ici, égal. Alors, WU point, donc travail utile, donc ici la puissance du travail mécanique hormis les forces de pression. Si on a un écoulement qui est tranquille, ici, qu'on ne fasse rien, qu'il n'y ait pas de compression ou d'action de l'extérieur sur cet écoulement, on laisse l'écoulement se faire naturellement, en fait, il n'y aura pas de travail mécanique. Et ici, il va rester simplement donc Q point, c'est-à-dire la puissance donc des échanges thermiques. Donc ça, c'est si pas de travail mécanique. En général, dans les échangeurs thermiques, il n'y a pas besoin. On laisse l'écoulement se faire. Et donc, si pas de travail mécanique, ça veut dire que WU égale 0. Et ici, il va nous rester effectivement une relation qui va nous permettre de calculer la puissance des échanges thermiques. Et donc, c'est cette puissance donc des échanges thermiques, c'est ce qui sera donc ici en watts. Alors, c'est du massique, donc watts par kilogramme, puisque les puissances sont en watts, c'est des joules par seconde. Donc ici, on pourrait très bien dire donc des joules par seconde et par kilogramme. Donc voilà un petit peu donc la relation. Donc le débit massique en général, on peut le mesurer donc assez facilement. Les températures en sortie et en entrée, ça se mesure assez facilement. Les capacités thermiques ici massiques à pression constante, c'est une donnée pour un fluide considéré. Voilà. Donc là, vous avez qu'un seul exemple pour les systèmes ouverts. Je pense qu'on en avait vu d'autres, donc vous pouvez adapter cela. Le tout ici, très souvent, vous allez avoir les énergies potentielles ou l'énergie potentielle, donc de manière générale, qu'on va pouvoir considérer comme constante. Je vous rappelle, c'est une première hypothèse, c'est une première approche. Pour l'énergie cinétique, alors c'est un peu plus subtil pour l'énergie cinétique. Donc il va falloir faire l'hypothèse que l'énergie cinétique est une constante. Dans l'exemple qu'on vient de faire, c'est assez naturel. Bon, si on étudie des tuyères, dire que l'énergie cinétique, alors pour les turboréacteurs par exemple, qu'elle est constante, c'est un peu osé parce que on s'en sert justement pour faire varier l'énergie cinétique entre l'entrée et la sortie. Bon, après tout dépend donc de l'énoncé. À vous de voir et prendre les dispositions à ce niveau-là. Et voilà. À bientôt, peut-être donc pour une prochaine vidéo.